Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Vous savez, dans l'univers ludique, il y a toutes sortes de jeux pour tous les goûts et sur tous les thèmes. Il y a même des jeux qui ont été inspirés de livres, de romans, de films et même de jeux vidéo. Justement, aujourd'hui, on en regarde un Super Model Load, un jeu qui a été inspiré à la base d'un jeu vidéo, et oui, qui va nous plonger dans un avenir futuriste où différentes nations devront faire la course à l'exploitation du sous-sol de la planète Mars. Un jeu qui mélange des mécaniques de deck building et de placement de tuiles pour 2 à 4 joueurs. Beaucoup de choses dans une si petite boîte. On regarde ça ensemble. Une partie de Super Model Load se joue en plusieurs tours consécutifs. Le but est être celui avec le plus de points en fin de partie. Mais comment terminer une partie? Alors le principe est simple, les joueurs vont explorer le sous-sol de la planète Mars. Aussitôt que le dernier artefact, représenté par ces symboles-ci, aussitôt que le dernier artefact d'un étage, d'un sous-sol est découvert, l'étage est envoyé un petit peu plus haut et on débloque alors le deuxième sous-sol à explorer. Et on continue comme ça lorsque le dernier artefact de ce sous-sol sera découvert. Le premier étage ne sera plus disponible. Nous aurons le troisième, puis le quatrième sous-sol. Aussitôt que le dernier artefact du quatrième sous-sol sera découvert, la partie sera terminée. En début de partie, les joueurs vont pouvoir sélectionner leur couleur. Ils vont amasser le paquet de cartes correspondant et ils vont avoir une mise en place à effectuer. Ils devront classer les cartes selon leur couleur, mais également selon leur coût de façon croissante. Alors la carte qui coûte le moins sur le dessus et ainsi de suite jusqu'à celle qui coûte le plus sous le paquet. De façon également à pouvoir consulter en tout temps et de façon rapide les points qui seront accordés en fin de partie pour les cartes acquises et les habiletés de chaque carte. Les cartes restantes sont les cartes de départ, alors les joueurs vont pouvoir les mélanger. Ce paquet formera la pioche du joueur et pour commencer la partie, le joueur va pouvoir piocher 4 cartes parmi sa pioche. Ce seront ses cartes de départ. Chaque joueur va également commencer la partie avec une bombe à manipuler avec soin. Un tour de jeu se compose de 2 actions et les joueurs peuvent décider d'effectuer les actions de leur choix. Ils pourraient très bien décider de faire 2 fois la même, mais ils ont 2 choix. Soit ils décident de piocher des cartes ou de jouer des cartes pour explorer le sous-sol de la planète. S'ils décident de piocher, pour chaque action effectuée, ils vont en prendre 2 qui vont s'ajouter à leur main de départ. S'ils décident de jouer des cartes, ils vont devoir faire un choix. Alors les cartes qu'ils ont en main ont différents symboles. S'ils décident de jouer des cartes, ils ont le choix d'utiliser ces cartes pour le symbole de forage ou pour le symbole de bombe, le symbole de dynamitage. Et selon le choix qu'ils auront fait, ils auront certaines restrictions à respecter. S'ils décident d'utiliser les icônes de forage, eh bien, premièrement, jetons un coup d'œil au type de terrain qu'on peut retrouver dans le sous-sol de la planète. Il y en a 3. La Terre peut être creusée avec n'importe quel moyen. Le forage ou le dynamitage, pas de problème de ce côté. Les plaques métalliques peuvent être percées uniquement avec les icônes de forage et les grosses pierres qu'on voit juste ici ne peuvent être éclatées qu'avec le dynamitage ou les bombes. Par la suite, lorsqu'un joueur décide de jouer des cartes, il va choisir pour quelle icône il fait cette action-là, mais il devra également choisir de jouer une couleur, parce qu'il peut jouer le nombre de cartes de son choix, mais de la même couleur seulement. Alors un joueur pourrait très bien dans ce cas-ci jouer une carte bleue, 2 cartes bleues ou 3 cartes bleues. Ce faisant, il placerait les cartes
dans sa défausse, face visible pour que tout le monde puisse les voir. On compterait alors le nombre d'icônes de forage, dans ce cas-ci 3. Le joueur pourrait alors utiliser un petit jeton comme ça, les tuiles, pour venir explorer le sous-sol. À partir de ce moment, pour un premier placement dans le sous-sol, on explore toujours à partir de la surface. Alors un joueur ne pourrait pas venir explorer ici. Évidemment, on fait un trou, alors un trou se fait à partir de la surface. Et les joueurs doivent respecter les règles que j'ai énumérées. En utilisant les icônes de forage, un joueur ne peut pas venir creuser à travers une roche. Alors il pourrait très bien venir creuser un trou de cette façon-là, en recouvrant les pierres précieuses juste ici, ou pourrait également venir creuser dans cette région parce qu'il passe à travers le sol sans problème. Et les deux tuiles, les deux plaques métalliques, pas de problème non plus. Elles sont bleues. Vous voyez qu'il y a un petit contour rouge, jaune ou bleu. Ça nous indique quel type de cartes doivent être jouées pour les percer. Alors un joueur pourrait très bien venir explorer dans cette direction-là. Pour les tours suivants, les joueurs qui vont explorer le sous-sol de la planète pourraient très bien partir eux aussi de la surface ou pourraient continuer, prolonger les tunnels qui ont préalablement été creusés par leurs adversaires. Lorsqu'un joueur récolte des minéraux, alors des pierres précieuses, suite à une action, il va consulter les minéraux qu'il va récolter, va placer sa tuile et ira immédiatement chercher les minéraux correspondants. Si un joueur décide plutôt d'utiliser une carte pour son action de dynamitage, il va tout simplement jouer la carte face visible, oui, une seule carte dans ce cas-ci, et il doit avoir en sa possession une bombe qu'il va utiliser et il devra consulter la configuration sur la carte qu'il a jouée. Dans ce cas-ci, 3 cases adjacentes formant une ligne droite. Ce sera alors la configuration de l'explosion de sa bombe. Il devra alors placer cette tuile en respectant les règles mentionnées plus tôt. Donc, il ne pourra pas utiliser sa bombe au travers de plaques métalliques, mais pourrait très bien venir la placer juste ici. Et il récolterait immédiatement les récompenses correspondantes, soit le charbon juste ici, et pourrait piocher une carte immédiatement, donc aurait une carte supplémentaire dans sa main au prochain tour. Dès qu'un joueur va recouvrir un emplacement de bombe, il va chercher un jeton bombe qui s'ajoute à ses avoirs, et lorsqu'un joueur va recouvrir un emplacement artefact, il va piocher au hasard un jeton comme ceci. Ce sont tout simplement des avantages à utilisation unique ou des points à marquer en fin de partie. N'oubliez pas que dès que le dernier artefact du plateau est recouvert, on fait de la place pour le second sous-sol immédiatement. Aussitôt qu'un joueur récupère des gemmes, des pierres précieuses, soit en utilisant ses artefacts ou en explorant le sous-sol de la planète, il doit cumuler la valeur de ses récompenses, dans ce cas-ci 7 $, et assigner toutes ses récompenses à l'une des piles afin d'embaucher un nouveau pilote. Alors, il pourrait très bien décider d'utiliser toutes ces récompenses dans le but d'éventuellement être capable d'acheter cette carte-là qui coûte 10. Il lui manquerait alors, dans ce cas-ci, une pierre précieuse de valeur 3 pour acheter ce pilote. Alors, c'est possible que dans une action prochaine, le joueur réussisse effectivement à récupérer, par exemple, une pierre précieuse de valeur 3 ou plus. Dans ce cas-ci, il pourrait décider d'acheter le pilote. La différence dans ce cas-ci, je crois qu'il a 12 $ et la carte coûte seulement 10. La différence est perdue. Toutes les pierres précieuses utilisées pour l'achat du pilote sont défaussées et la carte qui est achetée irait directement dans la défausse du joueur lorsque le joueur n'a plus de carte dans sa pioche. Il va tout simplement rebrasser sa défausse et la carte serait à ce moment-ci disponible. Par contre,
Bon, vous remarquez que cette carte-là est un petit peu différente des autres. Ce sont les cartes qui sont des jokers, en fait, qui sont des frimes, peuvent être utilisées pour n'importe quelle couleur, donc en combinaison avec n'importe quelle couleur. Et vous remarquerez qu'au bas de chacune des cartes, il y a une habilité spécifique. Alors, ces habiletés sont déclenchées lorsqu'on achète le pilote. Alors, aussitôt que j'achète n'importe quel pilote dans cette pile, l'habilité qui est débloquée, c'est que la carte, au lieu d'aller dans la défausse, irait directement dans mes mains. Alors, elle est immédiatement accessible pour moi. On a ici également des petits avantages, là, comme ça nous donne une bombe automatiquement, ça nous permet de rejouer un tour, de dupliquer, donc de cloner un gemme qui serait déjà parmi mes pilotes, alors peut-être très puissant. Ça me permettrait de dupliquer le gemme qui est ici, de le cloner et de comme ça travailler à embaucher différents pilotes plus rapidement. Et évidemment, plus on achètera des cartes, plus les prochaines seront dispendieuses, mais auront des habiletés de plus en plus intéressantes. Et ces cartes-là nous vaudront beaucoup de points également en fin de partie. Un autre moyen d'avancer quelques points serait de porter une attention particulière aux objectifs qui seront communs tout au long de la partie à tous les joueurs et qui sont en deux catégories, les objectifs majeurs, les objectifs mineurs. Les objectifs majeurs seront les mêmes pour toute la partie. Alors, dès qu'un objectif est réalisé par un joueur, il n'en restera que deux, alors que les objectifs mineurs, au fur et à mesure que les objectifs seront réalisés, on pourra en dévoiler de nouveaux. Alors, pour réaliser un objectif, c'est bien simple. Il faut tout simplement lire le critère qui est demandé sur la carte et à la fin de notre tour, si le critère est rencontré, a été fait pendant notre tour de jeu, on prend la carte correspondante. Les objectifs majeurs nous demandent principalement de recruter certains types et certains nombres de pilotes et valent beaucoup de points en fin de partie. À chaque fois qu'on amasse une carte objectif, nous la plaçons devant nous face cachée et nous comptabiliserons les points en fin de partie. Et même principe pour les objectifs mineurs qui sont un peu plus faciles à réaliser, mais qui peuvent nous demander différentes choses. Aussitôt qu'à la fin d'un tour, l'un des critères suivants a été réalisé, le joueur va chercher la carte, va l'ajouter à sa pile d'objectifs face à cacher et gardera ces cartes-là pour le décompte final. Un joueur ne peut jamais aller chercher plus d'un objectif par catégorie, c'est-à-dire qu'au maximum, un joueur pourrait réclamer pendant son tour un objectif majeur et un objectif mineur. Au maximum, c'est tout. Un joueur ne pourrait jamais, pendant son tour, réclamer deux objectifs majeurs ou deux objectifs mineurs. Finalement, dès qu'un joueur recouvre le dernier artefact en jeu, il termine son tour et la partie est terminée pour tous les autres joueurs. Ceux-ci devront alors amasser leurs cartes objectifs, ramasser toutes les cartes dans leur défausse et dans leur pioche, donc les cartes qu'ils auront recrutées en cours de partie, consulter également les artefacts qui donnent des points, comptabiliser les points de chacun et celui avec le plus grand nombre de points remporte la partie. Et voilà pour Super Model Load. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo des règles. Je vous invite à consulter la vidéo de mon avis personnel sur ce jeu si vous désirez en apprendre plus sur mon appréciation, ma critique pour ce jeu qui a été pour moi un véritable coup de cœur. Alors, je vais juste lancer ça comme ça. Je ne vais pas influencer votre décision, mais si ça vous intéresse, venez jeter un œil. Sinon, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.